Hello Chloé. Hello Esther, comment ça va? Bien et toi? Impeccable, très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre Carrément. podcast. Ça fait plaisir. On vous remercie vous aussi si vous étiez déjà là avant, si vous continuez d'être là et si vous nous faites de la pub, ça nous fera plaisir. Oui, et puis bienvenue au nouveau. Et bienvenue au nouveau, oui bien sûr, on espère que ça vous plaira. C'est quoi le sujet aujourd'hui Esther? Alors aujourd'hui on va parler de comment prendre soin de soi dans un monde anxiogène. Eh oui, parce que est-ce que vous aussi, vous vous réveillez parfois avec l'envie de disparaître sous une couette et d'y rester? Parce que entre les actus catastrophiques, les gens trop parfaits sur les réseaux et l'impression qu'il faut tout faire, tout savoir, tout accepter, on n'en peut plus. Alors aujourd'hui on se pose une vraie question. Comment on fait pour prendre soin de soi sans culpabiliser, sans tomber dans l'auto-optimisme forcé et surtout sans fuir tout le temps le monde réel? Parce que souvent, parfois, prendre soin de soi, c'est pas méditer face au soleil, les cheveux dans le vent, c'est manger des pâtes en regardant une série, ne répondre à aucun message pendant 24 heures. C'est ok, hein, non? Je pense que c'est ok, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être au top tout le temps, voilà, on est humain. Alors ça, je suis d'accord avec toi, mais à côté de ça, tous les jours, en continu, les réseaux sociaux, les infos, on entend les crises, la guerre, le climat, l'économie, l'impression de jamais vraiment pouvoir souffler parce qu'il se passe toujours quelque chose, les agressions de plus en plus. Et à côté de ça, si on se dit, bon allez, je vais peut-être prendre un petit peu soin de moi, là c'est la culpabilité qui arrive en mode, ouais, mais si tu fais ça, du coup, les gens ils vont se dire, bah attends, elle pense pas à nous, elle fait plus ça. Comment on fait pour se recentrer? Comment on fait pour prendre soin de soi, tout dans un équilibre constant, famille, professionnelle? Alors, vaste question, mais très intéressante. Je te remercie. Je pense déjà qu'on peut revenir sur des choses simples, comme le sommeil, très important. La base. La base. La deuxième base, ça va être l'alimentation, Ouais. très important aussi. Et du coup, des petites choses simples du quotidien, parce qu'on dort tous toutes les nuits, on mange tous les jours. N'exclus pas les insomniaques de ce podcast, s'il te C'est plaît. vrai. Mais c'est ce qu'il y en a besoin, oui, en effet. Il y a un quota de sommeil, enfin, on en entend justement dans les magazines, souvent à la télé. Le sommeil, c'est hyper important pour Ouais. que le corps puisse se ressourcer, se recharger. Tout à fait. À l'image de votre téléphone, hein, qui sera moins puissant si il n'a pas assez de batterie. Voilà. Voire totalement inexistant s'il n'a plus de batterie du Oui. tout. Le corps et puis aussi notre cerveau, aussi nos fonctions cognitives qui ont besoin du sommeil pour se récupérer. Et puis c'est aussi pendant une certaine phase du sommeil que se fait aussi la mémorisation. D'accord. Et donc, hyper important quand on est étudiant, lycéen, collégien, enfant, mais aussi quand on est adulte. Et c'est aussi là où on va mémoriser nos souvenirs personnels, pas que les informations. Oui, voilà, tout ce qui qu'on s'est va passé dans la journée précédente, voilà, c'est un petit peu notre sauvegarde à nous, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc il y a une grosse partie qui se fait pendant le sommeil. Et par rapport à sommeil, donc en effet, on a tous besoin d'un quota d'heures qui va être différent d'une personne à une Oui. autre. Ça, c'est géré par notre génétique. Donc c'est défini génétiquement. Et donc il va y avoir par exemple les petits dormeurs qui vont avoir besoin de 4 ou 5 heures de sommeil par nuit et ça va largement leur suffire. Il va y avoir les gros dormeurs, eux, ils vont avoir besoin de 9-10 heures de sommeil par nuit pour être bien pendant la journée. Oui. Et la moyenne, en effet, c'est autour de 7-8 heures, mais ça c'est vraiment une moyenne. D'accord. Oui, puis en plus, il y a la qualité du sommeil aussi, c'est-à-dire un Très sommeil là, on va importante. vraiment dormir d'une traite, on va dire. Pas un sommeil saccadé, voilà. Assuré, où il y a C'est trop ça. de micro-réveils. Ouais. Et puis aussi, ce qui va être important, c'est de respecter aussi son rythme. Si on est plutôt du matin, plutôt du soir, est-ce qu'on a besoin de se coucher tôt? Et souvent, suivant le nombre d'heures qu'on va avoir besoin, on va peut-être se lever plus ou moins tôt. Oui. Et puis, il y a des gens, eux, pour bien dormir, il faut qu'ils attendent une certaine heure avant d'aller se coucher pour arriver à s'endormir. Et pareil, c'est important de le respecter. Il y en a qui ont besoin de se coucher à 21h et d'autres, c'est plutôt minuit. C'est ça. C'est ok, il faut juste le savoir. Voilà, il faut le savoir et après il faut aussi pouvoir le faire, j'imagine, dans sa vie parce qu'une personne qui a besoin de se coucher, enfin pour dormir correctement à minuit, mais qui doit se lever à 6 heures pour aller travailler, du coup, sauf si c'est un petit dormeur, comme tu disais, va pas réussir du coup à bien se recharger, quoi. Là, ça peut être compliqué en effet avec la vie sociale, suivant son travail, ses études ou autre, ça peut être difficile à conjuguer. Oui. Et en plus, j'imagine que le sommeil
et l'alimentation, parce que tu as parlé de l'alimentation, ça a un lien aussi. J'imagine que ça peut aider d'avoir dans une alimentation équilibrée, ça peut aider aussi à avoir un sommeil de qualité. Tout à fait. Bah, typiquement, si on mange trop gras, trop lourd au dîner, et puis trop proche de l'heure où on va aller se coucher, ça peut perturber le sommeil parce que du coup notre corps va être surtout occupé à digérer et donc on va pas se sentir bien, on va pas trouver sa position, etc. dans le lit et on va mal dormir. Et l'inverse est aussi vrai. Du coup, pendant notre sommeil, donc notre corps y récupère et il y a aussi beaucoup de choses qui se font au niveau hormonaux. Et notamment par rapport à l'alimentation sur les hormones qui permettent de gérer le sentiment de satiété et de faim. Ça va être en partie, il va y avoir un lien en tout cas avec le sommeil, et donc si on est en manque de sommeil, on peut avoir davantage faim souvent en fait. D'accord. Et si on se couche, alors j'ai pas l'expression en tête là, il me semble qu'il faut manger. Alors avant de se coucher, on s'entend, pas juste avant, mais de pas en gros se coucher le ventre vide. Oui, non plus. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Faut pas. Non, enfin, tu as tout à fait raison. Il faut manger léger, mais faut manger. Oui, voilà. Et que d'avoir faim avant d'aller se coucher, ça peut, à l'inverse, justement, faire qu'on se maintient éveillé parce que on a faim en fait. Voilà. Notre corps, il a besoin. Il réclame à manger. Parce qu'il faut quand même aussi se garder en tête que, allez, on va partir sur la moyenne. Si je dors pendant 8 heures, je vais pas manger pendant ces 8 heures de sommeil. Mais mon corps, comme on l'a dit, il va récupérer. Il va quand même consommer de l'énergie en faisant tout ce qu'il a à faire. Tout ce qu'il a à faire, il va aller réparer les muscles, réparer les cellules, mémoriser, etc. Et donc, tout ça, ça a besoin de carburant. Donc, il y a besoin de manger. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu, son juste milieu en fonction de ses besoins pour favoriser le bon sommeil et la bonne alimentation. Voilà, qui sera équilibrée. Alors après, on n'est pas nutritionniste, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Vous savez tous en plus, enfin, j'imagine la plupart, on en a tous lu, tous vu, on sait. Voilà, après il y a beaucoup d'études qui sortent qui sont très intéressantes et je pense qu'on abordera aussi peut-être dans un autre sujet plus basé sur l'alimentation, sur le fait de s'écouter. Parce que par la société actuelle, on a tous un rythme qu'on suit la semaine, métro, boulot, dodo, si je dis ça grossièrement, comme ça parle à tout le monde. Alors que si je prends il y a quelques années de ce que j'ai pu lire, notamment les agriculteurs, etc., eux se levaient, quand ils se réveillaient, souvent c'était avec le soleil, parce qu'ils étaient rythmés sur les journées. Ils se lèvent, ils vont travailler, s'ils ont faim, ils mangent, s'ils n'ont pas faim, ils ne mangent pas tout de suite. Par contre, ils vont manger quand ils ont faim, et après reprendre leur travail, et ils ne vont pas être dictés par à 10h c'est la pause, à midi il faut que j'aille manger, il faut que je me lève à 6h, donc je vais devoir manger à 6h30 pour après être au travail à 8h. En fait, nous on est conditionnés par nos horaires journalières, et des fois on n'écoute pas forcément notre corps vis-à-vis de ça, parce que en fait on l'impose. Alors pour certains ça marche très bien, et d'être rythmé c'est très bien, c'est pas ce que je dis, mais pour certaines personnes je pense que plus d'écouter et de pas de se forcer va être la meilleure solution. Mais comme tu le dis, on n'est pas nutritionniste et on verra ça plus en profondeur dans un prochain épisode. Donc, l'alimentation, le sommeil, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire d'autre de manière naturelle comme ça? Alors, chose simple aussi, la respiration. On respire tous. C'est ça. Et vous le savez peut-être, Chloé, tu le sais peut-être, notre respiration, ça a une incidence importante après sur notre bien-être. Oui. Donc il y a notamment ce qu'on entend beaucoup parler, c'est soit la cohérence cardiaque ou la respiration ventrale, donc qui sont deux choses différentes. Alors la première, même les deux, éclaire pour les deux, pour ceux qui nous écoutent. Alors là, je vais commencer par la respiration ventrale. Ça, c'est le fait de respirer vraiment par le ventre et pas par le thorax. Et donc, avec cette respiration par le ventre, en fait, on va être plus à accompagner vraiment une respiration pleine avec le diaphragme qui va vraiment s'ouvrir et pouvoir respirer à plein poumon en quelque sorte. Et en fait, on va aussi faciliter le fait que le diaphragme va venir masser le plexus solaire. Et grossièrement, c'est là qu'il y a comme un interrupteur entre notre système sympathique, qui est le système qui s'active quand on est stressé ou anxieux, en mode survie, et le système parasympathique, et là c'est le système de la détente. On est détendu, on est relax.
Et avec cette respiration-là, on va appuyer sur l'interrupteur et on va activer le parasympathique. Et donc, on va se détendre, nos muscles vont se relâcher, notre respiration va s'apaiser, notre rythme cardiaque va s'apaiser aussi. Et puis aussi au niveau cérébral, si c'est un peu la folie dans nos pensées, là, ça va tout reposer. Redétendre. Ce qui est très bénéfique, parce que moi, je le fais personnellement en cas de pic de stress Oui. ou d'angoisse, de prendre 1 minute à... J'inspire pendant 5 secondes, j'expire sur 5 secondes et vous faites ça déjà entre 3 et 5 fois, cette inspiration, cette expiration, et vous allez le sentir, que ça se relâche. Alors je ne vous dis pas que toutes vos pensées qui font que vous avez été dans ce niveau de stress ou d'angoisse va disparaître, mais ça va vraiment permettre de se poser et de... Ok, ça va mieux. Et puis c'est prendre un temps pour soi, c'est se refocaliser sur soi, de faire une pause, on se met gérer les émotions qu'on vient d'emmagasiner, etc. Voilà. Et la cohérence cardiaque, ça c'est plus quelque chose sur le long terme, où là l'idée c'est de faire cette respiration 3 fois 5 minutes par jour, donc un peu matin, midi et soir. Okay. Et là, le but c'est d'aller synchroniser les deux systèmes dont je parlais, le système sympathique et parasympathique. Voilà. T'as vu, j'ai bien suivi. De les synchroniser pour en fait aller amener du bien-être plutôt sur le long terme. Donc qu'est-ce que tu fais pendant ces 3 fois 5 minutes? Tu refais la même système de respiration, où là on va être en effet sur... suivant sa capacité respiratoire, mais plutôt en effet sur 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Ok, oui, de le faire régulièrement tous les jours, 3 fois par jour. Alors l'idéal c'est 3 fois par jour, après il faut pas s'en vouloir si un jour on ne fait qu'une seule fois. Et donc ça sur le long terme. Et sur le long terme, les études scientifiques disent que c'est au bout de 8 semaines environ de pratique qu'il y a vraiment des effets qui vont être visibles, notamment physiologiquement. C'est bon à savoir, parce que moi je savais que de le faire sur le coup, dans une émotion forte, pour si on a besoin de se calmer, et ça marche, ça fonctionne. Après j'imagine que ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde, ou si on a quand même tous le même principe. On a tous le même principe. Je pense que ce qui va faire pour certaines personnes, ça va pas fonctionner, c'est soit parce que c'est mal fait, c'est pas fait de manière efficace, ou alors il y en a d'autres, ça va être moins leur truc, parce qu'il faut arriver à se poser, il faut arriver à respirer, il faut arriver à lâcher prise. Il y a des personnes qui ont un peu du mal à ne pas être dans le contrôle. Et tout de suite qui vont se dire « Oh, ça me saoule ce truc, je vais passer à autre chose parce que... » C'est ça. Et c'est ok, et du coup, pour ces personnes-là, il faut juste trouver autre chose pour les apaiser. D'accord, très intéressant. Allez, d'autres gestes, dis-nous tout, donne-nous plein d'outils. Alors, autre chose par rapport à ce qu'on disait en introduction, les réseaux sociaux, les informations, la radio, la télé, etc. On continue H24. Voilà, là ça va être plutôt d'aller faire une pause digitale. Donc l'idée c'est pendant, ça va suivant les personnes, des fois pour certaines personnes déjà 1 heure ça peut leur paraître beaucoup, d'autres ça va être plutôt sur une journée, un week-end. C'est de lâcher son téléphone, couper l'ordinateur, la télé, voilà, faire une pause et idéalement justement d'aller sur d'autres choses, alors soit des activités qui plaisent, soit juste, alors ça peut être lire, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être se mettre sur son balcon ou dans son jardin, faire une sieste. S'ennuyer. On a le droit de s'ennuyer ou on n'a pas le droit de s'ennuyer? On a le droit de s'ennuyer, c'est même plutôt bon pour la créativité. Oui. Ça permet aussi de faire une pause, de laisser de l'espace aussi dans sa tête pour que l'esprit vagabonde, qu'il y a d'autres choses qui viennent. C'est ça. Et sans culpabilité. On est d'accord là-dessus. Voilà. Parce que c'est vrai que certaines personnes vont avoir tendance à se dire si je fais rien, c'est du temps de perdu. Parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas procrastiner. Donc pour ceux qui ne savent pas, procrastiner, c'est on remet au lendemain. Oh, c'est pas grave, je le ferai demain. Oui. Oh, je le ferai tout à l'heure. Et en général, c'est vu d'une manière négative, la procrastination. Alors que là, on peut. Si c'est pour... C'est pas grave. Tout à fait. Et on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Et il y en a, je sais, pour qui c'est difficile, qui vont culpabiliser, de se dire, mais si là, je fais rien, mais je me fais une petite sieste de 30 minutes, c'est 30 minutes que je perds, ou j'aurais pu faire ça, ou ça, ou ça, quoi. Ouais. Alors je pense que l'idée justement par rapport à la procrastination, c'est l'intention aussi qu'on va mettre derrière.
La procrastination, ça devient surtout compliqué et il peut y avoir des patients qui consultent pour ça, en partie, hein, mais en fait, parce que derrière la procrastination, il y a une anxiété qui va faire que les gens vont pas passer à l'action, ils vont toujours remettre au lendemain. D'accord. Et après, ça pose souci parce que c'est des gens qui perdent confiance en eux, qui n'avancent pas dans leurs projets, etc. Ce dont on parle nous aujourd'hui, c'est de s'ennuyer un peu. On va dire s'ennuyer du coup. J'aimais bien le mot procrastination, je trouve que ça sonne plutôt pas mal. Mais c'est bien, je trouve, de faire la différence complètement. et de se dire, en fait, là, si je choisis de m'ennuyer avec ce côté... pour me faire du bien. Voilà, et ben il y a pas de sans souci. double pensée ou pas. C'est tout à fait ok. Et c'est même plutôt bénéfique en fait. Notre cerveau, il a besoin aussi de ça. En fait, il a besoin aussi qu'on le mette en off et pas que quand on va dormir. Voilà. Ça me fait penser un peu à la métaphore avec agricole, on va dire, quand on met un terrain en jachère, par exemple. Pour qu'il puisse se ressourcer et qu'on puisse, une fois qu'on fait les plantations plus tard, voilà. Que le sol soit renourri et qu'on ait du coup... Tout à fait. Bah là, c'est un peu ça. C'est un peu cette idée de on va aller mettre notre cerveau en jachère pour après être peut-être... après, on va aller faire autre chose, quelque chose de professionnel ou de personnel, qui va nous demander de la concentration, par exemple, et on va être plus efficace parce qu'avant, on a permis aussi à notre cerveau de se reposer. Du coup... Est-ce que par rapport à tout ça, les écrans, le travail, les urgences, la charge mentale, et c'est ce côté de se recentrer, je globaliserai comme ça toutes ces petites astuces que tu nous donnes, est-ce qu'on a des frontières à poser entre tout ça, ou est-ce qu'on doit s'écouter vraiment de dire c'est maintenant que j'ai envie de me poser, je le fais, ou est-ce qu'on doit se donner une fois par jour, je dis pas à telle heure ou quoi, mais il faut tant de temps pour moi, quoi. Alors après, je pense que ça va être dépendre aussi de la situation de chaque personne. Bien sûr. Il y aura l'idéal et puis après il y a la réalité. Tout ce qu'on dit de toute façon, c'est adapté en fonction de votre quotidien, parce que c'est vrai qu'il y a autant de situations que de personnes. Donc nous, on vous balance plein d'astuces, mais bien évidemment, il faut le transposer à votre vie. Voilà. Et puis essayer, parce qu'on va tous être différents sur ce qui va nous faire du bien. Après, je pense les frontières à poser, c'est... Alors, par rapport au travail, ça peut être sur est-ce que le travail vient à la maison ou pas, avec le télétravail ou avec des choses comme ça. Après, on peut aussi s'octroyer des pauses au travail. La pause déjeuner, si on fait une pause café, une pause clope. Même là, ça va être plus dans la communication, mais quand vous sentez au travail même que vous avez une phase de stress, pour X raisons, un travail qui est arrivé trop vite et que là vous avez cette montée de stress et que vous sentez que même dans la communication vis-à-vis de vos collègues ça passe plus, si vous avez besoin en fonction de votre caractère, là ça va vraiment être propre à chacun, de vous isoler ou d'aller prendre un café ou de poser les choses sur papier en fonction vraiment de vous, ça vous pouvez, je vous conseille même fortement de le faire pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation qui vous a mis dans cette sensation de stress ou d'angoisse, et de faire vraiment là, je vous dis pas de prendre une heure de pause clairement, mais si vous avez besoin de vous isoler un peu, voilà, de prendre ce temps là pour qu'après vous repartiez plus efficacement, quoi. Ouais. Et puis je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux urgences des autres, ça peut être, en fait c'est l'urgence de l'autre et ça n'a pas besoin de devenir la sienne. C'est ça. Et on peut être empathique avec l'autre par exemple en lui disant bah là je comprends que ce soit urgent pour toi, mais moi là je suis occupée à autre chose, ou là j'ai besoin d'avoir ce temps pour moi pour après être disponible pour toi. C'est ça. Et c'est d'arriver à trouver des compromis par la communication aussi. C'est ça. Pour pas que l'autre se dise ah quelle égoïste, ou elle pense. De toute façon dans ce cas-là il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre et enregistrer, qui nécessite plus de temps qu'un podcast, mais vous êtes tous différents, on le répète, on va le répéter je pense presque dans tous nos épisodes je pense, et on a tous des manières différentes de réagir face à des situations stressantes, ou même des situations, parce que là on parle de stress, de négativité, mais même des situations positives, de joie, et toute personne ne réagit pareil. Il y a des personnes qui vont crier, il y a des personnes qui vont rigoler, il y a des personnes qui vont pleurer. Enfin voilà, c'est vraiment, il faut le comprendre en tant qu'individu, que si la personne en face de vous
n'a pas la réaction que vous auriez eue dans telle ou telle situation, ça ne renvoie pas des sentiments que vous aurez, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes en phase de stress, la personne devant vous reste très calme, a besoin de poser les informations pour réagir à ce que vous venez de lui dire. Il ne faut pas que vous preniez ça pour du je m'en foutiste, si je dis ça grossièrement, parce que vous, à l'inverse, ce serait ça, ce que ça voudrait dire. Si vous prenez du temps, ça voudrait dire je m'en fous ton problème, je le ferai quand j'ai envie. Pas du tout. Il faut bien garder à l'esprit que personne ne réagit pareil. Vous, dans une situation de stress, vous allez peut-être vous mettre à crier, à être énervé, à envoyer tout le monde balader. Et ben d'autres personnes, non, ça va pas être le cas. Ils vont avoir besoin de poser les choses et ça veut pas dire qu'ils sont pas stressés, ça veut dire que c'est leur manière de fonctionner. Donc ça, surtout, pensez-y. Et c'est pour ça que je disais de vous, si vous avez besoin de vous isoler ou de tout mettre sur papier ou quoi, faites-le pour vous. Comme tu le dis très bien, il y a l'émotion de la personne en face qui n'est pas la mienne. Je peux être empathique envers ça, mais ne pas le prendre pour moi. Tout à fait. Et ça, c'est important, je pense, de le souligner. Tout à fait. Et puis après, sur le côté prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, je pense que dans l'idéal, oui, ce serait bien d'y arriver un peu tous les jours. Alors peut-être certains jours ce sera que 5-10 minutes et d'autres jours on arrivera à prendre 1 heure. Et prendre du temps pour soi dans ce contexte-là, ça peut être juste sur le trajet maison-travail ou travail-maison, je vais écouter un podcast, je vais écouter ma musique. Très bien placé, le salon des pensées. Je vais écouter de la musique, je vais lire un chapitre de mon livre, voilà. Alors pas en roulant, ça dépend le trajet que vous faites, attention. Alors lire un livre, ce sera plus, par exemple, si vous prenez le métro, transports en commun. ou le soir avant d'aller vous coucher. Et puis après, de temps en temps, quand même prendre plus de temps pour soi, pour aller faire une activité sportive ou artistique qui vous plaît, pour aller marcher dans la nature ou autre. Mais je pense que c'est important aussi de un petit peu tous les jours si c'est possible, et puis de temps en temps un peu plus pour faire d'autres choses, parce qu'il y a des choses qu'on vraiment besoin, couper. Voilà. Comme le week-end, par exemple, si vous avez plus de temps le week-end, de vous dire tiens, là, tel jour, soit tel jour où je vais partir quelques heures, me faire du bien pour moi, quoi. C'est ça. Et comme on l'a dit précédemment, dans l'autre podcast, ça peut aussi être en famille, si vous prenez si ça vous fait du bien, et c'est juste une manière de couper, quoi, de vraiment décompresser et de souffler. Oui, il y en a, ça va être, ils vont avoir besoin de passer du temps avec leurs enfants, d'autres ça va être avec leurs partenaires, d'autres ça va être avec les amis, avec les parents, voilà. Oui, même tout à l'heure, tu parlais de la déconnexion numérique. Si pour vous, par contre, c'est un réel plaisir de jouer un jeu vidéo ou sur PC ou quoi, bien évidemment, là, ça ne rentre pas en compte, quoi. Si vraiment c'est... Alors, je ne mettrais pas, personnellement, la catégorie scroller sur les réseaux sociaux comme une activité de détente, là, pour le coup. Je ne pense pas. Je parle vraiment juste des jeux vidéo pour les geeks qui nous écoutent, geek ou pas geek, voilà, ça c'est ok, mais pas les Mais scroller, c'est autre chose sur les réseaux sociaux. Oui, en plus, alors c'est hyper addictif. Oui. On ne voit pas le temps passer en général, en plus, quand on scrolle. Et surtout, faites pas ça avant de vous coucher, parce que on n'a pas dit pour le sommeil, mais c'est le mieux, pour le mieux dormir, c'est de ne pas regarder un écran, que ce soit télé, smartphone, tablette, avant de se coucher. Donc si vous avez un rituel qui va vous prendre 2 minutes ou même 5 minutes, mais juste de soit lire quelque chose, ou de vraiment faire autre chose que de finir sur j'éteins la télé, j'éteins mon téléphone et je me couche, c'est mieux. Parce que ces derniers exemples-là, ce ne sera pas bon pour votre sommeil. Tout à fait. Les recommandations, je trouve que c'est pas facile, mais c'est 2 heures avant d'aller se coucher qu'il faudrait éteindre les écrans. Mais c'est beaucoup pour les adultes, encore les enfants, voilà, c'est les parents qui gèrent ça, mais pour un adulte, c'est vrai que souvent... je suis d'accord, 2 heures, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. 2 heures avec son compagnon, c'est long. Ça va regarder la télé. Parce que souvent, quand on éteint, après, c'est qu'on a envie d'aller se coucher. Donc, c'est long. Mais si vous arrivez déjà à 5-10 minutes, juste lire quelques pages d'un livre ou faire autre chose méditer, faire le petit exercice de respiration. Voilà. Par exemple. Ça peut être écrire ou réfléchir à 3 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Ça, c'est super bien pour le sommeil. Le sommeil et le bien-être en général. Le bien-être aussi. Prendre une douche, il y en a aussi ceux qui sont douches du soir. Comme ça détend en plus très bien le corps et ça prépare bien pour aller se coucher. Tout à fait.
Ça peut être si on a un animal de compagnie, passer un peu de temps avec lui. Voilà, si on a un chat, caresser la son ronron-thérapie. chat. Voilà. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses à faire en fait quand on arrive à éteindre nos écrans. Hein. Exactement. Donc voilà, là on vous a donné pas mal de petites astuces. N'hésitez pas, si vous en avez, vous, à nous les partager dans les commentaires parce que je pense que ça peut être intéressant déjà d'une pour nous et pour les autres gens qui vont les lire, si ça peut donner des petites astuces. Tout à fait, notre liste est non exhaustive. Exactement. Après, donc du coup, avec tout ce qu'on vient de partager là, on a aussi quelque chose qui peut se poser, c'est les contradictions de tout ça. Parce qu'en effet, on l'a répété, on entend partout dans les magazines et comment on va prendre soin de soi, à la télé, la santé mentale, on en parle beaucoup. Nous, ce podcast est aussi un petit peu, globalement basé sur ça, même si on va aborder plein de sujets différents. Là, les 2 premiers épisodes, en l'occurrence, sont un petit peu en lien. Est-ce que c'est pas après trop ? Est-ce que ça ne devient pas justement un truc en plus à faire parmi la liste quotidienne de il faut prendre soin de soi ? Oui. Les injonctions. Oui, voilà. Et en effet, ce il faut que. Et du coup, qui fait que ça enlève tout le côté plaisir, tout le côté potentiellement spontané aussi que parfois on peut avoir. Et presque ça deviendrait une corvée. De devoir prendre soin de soi. Voilà. Et c'est pas du tout le but. Et du coup, c'est plus garder en tête que c'est important, mais sans se prendre la tête finalement. Oui, c'est ça. Sans vouloir être le parfait. Faire quand on le ressent, quand on en ressent le besoin. Voilà. Et puis ça peut être très variable en plus suivant les périodes. Parfois on se sent plein d'énergie, on va avoir envie de faire plein de choses au travail, dans sa vie perso, si on a une vie associative, etc. Et puis il y a d'autres moments, un peu comme aussi il y a 4 saisons dans une année. C'est exactement ce que j'allais dire, même le temps en général. Oui. Il pleut, il fait pas beau, on n'a envie de rien. Voilà. Apparaître par exemple sur son canapé sous un plaid à regarder la télé. Voilà. Et ça c'est génial. C'est ça. Et que quand il fait beau, on a envie de voir les copains faire des barbecues, aller à l'apéro, vraiment sortir, bouger. Tu dis les saisons. En fait, on est comme les saisons, quoi. Oui. Il y en a qui sont très sensibles à ça, d'autres moins, mais j'ai des patients en tout cas qui me le disent. Hein. Dès qu'on commence à arriver à la belle saison, qu'il y a le soleil qui réapparaît et tout, c'est fou l'impact que ça a sur leur morale. Je comprends. Le soleil qui est source de vitamine D en plus et qui est nécessaire à notre corps. Et donc c'est vrai que les mois d'hiver, quand il est moins présent ou quand on a un été comme 2024 où il a fait... il a beaucoup plu. Voilà, il a fait pourri, il a fait moche. C'est vrai que ça joue sur le moral. Clairement, on a l'impression de ne pas voir en plus le temps passer. Alors comme tu dis, ça dépend des personnes, il y en a plus sensibles que d'autres, mais... Tout à fait. Mais oui, c'est sûr. Et en plus, à côté de ça, donc, où ça devient une injonction, comme tu le disais, il y a quand même des entreprises qui surfent sur ça. Ça devient aussi un business. Tout est matière à devenir un business. Donc on a tout ce qui est masque revigorant. Alors attention, prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, etc. Ça peut être très plaisant pour certaines personnes. Nécessaire aussi, parce que prendre soin de son corps, c'est lui qui nous suit toute notre vie, donc autant en prendre soin. Et puis pour tout ce qui est confiance en soi aussi, si on a un bel aspect physique par son corps, esthétique, qu'on se sent bien dans sa peau, on va être mieux aussi, puis ça va... On va être plus réceptif et les gens vont être d'autant plus réceptifs, ça c'est vrai que ça joue. Mais à côté de ça, donc, comme on disait, il y a les entreprises qui vont surfer avec des masques, des huiles essentielles à 40 € ou des nouvelles thérapies qui sortent, parce que moi je suis tombée donc sur la sylvothérapie, ou bain de forêt. Donc pour ceux qui ont la ref de Madame Pichon, je vous laisse avoir la musique en tête tout le reste de la journée. Personnellement, je ne remets pas du tout en cause ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc la sylvothérapie, c'est s'immerger dans la nature. Ça permet de réduire le stress et ça améliore le bien-être. Je suis entièrement d'accord avec ça, personnellement. Vous alliez en forêt, à la mer, écouter le bruit des vagues, le chant des oiseaux, observer la nature, juste se poser, regarder. Mais il y a des gens qui rentrent en fait dans cette petite faille et qui font des activités payantes. Alors ça, moi je suis un peu moins d'accord, parce que pour aller se promener dans la forêt, personnellement, je pense qu'il n'y a pas besoin de payer, mais voilà, il y a des séances guidées pour aller faire des câlins aux arbres et tout ça, et vous avez le droit, il n'y a aucun problème, mais je trouve ça dommage de payer pour ça personnellement. Donc faites attention dans toute cet amalgame. Oui.
Oui, puis il y a Ça. le business du développement personnel, Aussi, oui. avec beaucoup de formations en ligne, d'ateliers, de lectures aussi. Et c'est bien parce que du coup, il y a plein de choses qui peuvent être très accessibles à tout un chacun, et donc ça permet à tout le monde aussi d'aller trouver son bonheur quelque C'est part. ça, parce que c'est ok de se faire aider, bien évidemment, pour se sentir mieux dans sa vie. Voilà. Et après, c'est comme Il y a pour des tout, dérives. il y a des dérives. Il y en a qui peuvent être justement plus intéressés par le côté business, marketing, financier, que finalement par le bien-être De la personne. de la personne. Et là, c'est dommage. Donc, écoutez-vous dans ces cas-là. Il faut que vous soyez en confiance avec la personne, si vous faites appel à quelqu'un, bien sûr. Euh, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire des recherches. Pour pas que ce soit un traumatisme après derrière pour vous, si vous avez une mauvaise expérience aussi. Vous vous dites pas, bon, en fait, c'est de la connerie. Non, c'est très bien. Et comme tu le dis, c'est super que ce soit de plus en plus accessible parce que ça veut dire qu'on en parle de plus en plus Oui. et que c'est de plus en plus légitime. La santé mentale, il y a eu un reportage, enfin une émission, si je dis pas de bêtises, c'est sur M6, sur la santé mentale, avec beaucoup de personnalités qui ont participé. Michel Bernier, il y a eu, j'ai les noms, il y a eu un nageur très connu. Florent Manodou. C'était Florent Manodou, j'avais peur de ne pas avoir le bon nom. Qui ont participé, et je trouve ça bien parce que des personnalités aussi en parlent. Éric Antoine aussi, notamment, qui était présent. Et c'est bien, ça ouvre, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très réfractaires à la santé mentale et au bien-être. Oui. Non, c'est bon, tu fais ce que tu as à faire et puis c'est pas la peine de chouiner. Et c'est bien que les mentalités évoluent sur ça, donc on ne remettra pas en cause, mais faites attention quand même au business, parce que j'imagine aussi, alors moi je suis pas sur TikTok, mais j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de pubs là-dessus qui passent avec des ventes de soins, de skincare, d'huile, ou de compléments alimentaires, des choses comme ça. Alors, il y en a des très bien, hein, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais faites attention. Oui, parce qu'après, il peut y avoir des dérives aussi, justement avec les réseaux sociaux, où finalement on veut se faire du bien, mais en fait, c'est des molécules qui vont faire du mal à notre corps ou à notre peau si on est sur des choses pour la peau. Donc, oui. Exactement. Et après, est-ce que. Alors, c'était la dernière question, c'était est-ce qu'on peut prendre soin de soi seul ou est-ce que c'est aussi collectif? Est-ce que prendre soin de soi, c'est vraiment soi-même, on se ressent nous-mêmes, ou est-ce qu'on peut prendre soin de soi en étant entouré des amis, sa famille, une communauté peut-être? Bah, je pense que oui. Il y en a qui vont plus. Alors, il y a des personnes qui sont plutôt solitaires, introverties, et du coup qui vont vouloir plutôt prendre soin d'elles seules, et d'autres qui vont être plus extraverties, sociables, et qui vont avoir aussi besoin de prendre soin d'elles avec les autres. C'est ça. Qui pour elle, prendre soin de soi, c'est être avec les copains, partager de bons moments. C'est ça, tout à fait. Donc c'est aussi ok, et qu'en effet, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Donc ça peut aussi passer par ça. J'adore cette expression qu'on peut utiliser dans plein de sujets différents. donc, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. Est-ce qu'on finirait pas par une petite citation? Bah si. Donc aujourd'hui, ça va être Oscar Wilde qui nous dit que s'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Waouh. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. À bientôt, salut.